Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ce qui est le processus d'Ornstein-Uhlenbeck, ou processus d'OU, ce qui est plus facile à prononcer, et qui est un type de processus stochastique qu'on dit de retour vers la moyenne, et qui suit donc l'évolution d'une variable en fonction du temps, où xt est donc la valeur du processus à l'instant t, et chaque pas infinitésimal, donc il est défini par cette équation différentielle stochastique, où chaque pas infinitésimal, donc différentiel de xt, est égal à θ, un paramètre θ, fois mu moins xt dt. dt, le différentiel de temps. Donc décomposons déjà ce terme. Ce terme, en fait, ici, on a donc l'écart de notre processus à l'instant t avec notre moyenne, car mu est la moyenne à long terme. Ensuite, on a θ, qui est en fait un paramètre qui va contrôler la force du retour vers la moyenne. Car en effet, on parle de différence de xt à l'instant t, de différence infinitésimale. Donc ici, on a l'écart avec la moyenne. Si l'écart, imaginons que l'écart est positif, donc xt est plus petit que la moyenne. Donc ça, c'est positif. Eh bien, l'espérance, ici, va être positif, vu que θ est toujours positif, et plus il est grand, plus l'espérance sera grande. Et donc plus, du coup, vu que l'espérance des différentiels de xt est grande, et bah plus le processus a de chances de revenir, d'avoir des incréments qui sont positifs, et donc de revenir vers cette moyenne. Et vice-versa, en fait, comme ce terme ici est négatif, et donc quand xt est plus grand que la moyenne. S'ajoute à ça, en fait, un terme, sigma dwt. dwt, enfin, wt, c'est un mouvement brownien, et donc, en fait, c'est le différentiel du mouvement brownien à l'instant t, avec une volatilité sigma. Donc sigma, c'est la volatilité du processus. En fait, ce terme aléatoire nous permet au processus de plus ou moins s'écarter de cette moyenne et de revenir grâce à ce terme ici et le paramètre θ qui permet de contrôler la force de retour vers cette moyenne. Plus θ sera faible et plus sigma sera grand, plus le processus aura tendance à s'écarter de cette moyenne, et vice versa. Donc comment on résout cette équation différentielle stochastique? Donc, tout d'abord, il va falloir qu'on transforme, qu'on fasse un changement de variable pour faciliter la résolution. Donc on va définir yt qui va être égal à xt moins mu. Donc mu, je rappelle, c'est la moyenne du processus, la moyenne à long terme. Pourquoi on fait cette substitution? En fait, c'est tout simplement pour faciliter, on fait cette substitution tout simplement pour faciliter la résolution de l'intégrale par la suite et les calculs par la suite. Donc, pour obtenir donc du coup dy de t, donc comment on trouve dy de t? On sait que y de t est égal à xt moins mu. Donc si on prend le différentiel de chacune de ces composantes, on a cette égalité là. Sauf que on sait que mu, c'est constant vu que c'est la moyenne à long terme, donc son différentiel il ne varie pas, c'est égal à 0. Et donc on a dyt égal à dxt. Du coup, une fois qu'on a défini yt, une fois qu'on a défini dy de t, on a juste à substituer dans notre équation. Donc, on sait que dy de t égale à dxt et que y de t égale à xt moins mu. Donc, xt égale à y de t plus mu. Donc, on va remplacer xt dans notre équation et dy de t. Xt égale à yt plus mu. Et donc, les mu ici s'annulent. On a juste moins yt, et donc on peut simplifier et dire que dy de t égale à moins θ, y de t dt plus sigma dwt. Pour pouvoir, avant d'utiliser donc le facteur d'intégration comme pour le mouvement brownien classique, pour la résolution du mouvement brownien classique par exemple, on va d'abord appliquer un facteur donc exponentiel de θt. Donc on multiplie de chaque côté par ce facteur-là. Une fois que cela est fait, on intègre à chaque fois par rapport au différentiel ici, entre 0 et t. Et une fois que on résout toutes ces intégrales, il y en a une seule qu'on ne peut pas résoudre. Et donc on aura toujours une intégrale en fait dans notre solution finale, mais le résultat
final, c'est que yt, donc à chaque instant, est égal à y0, l'état y initial, fois exponentielle de moins θ de t plus sigma fois l'intégrale de 0 à t de exponentielle moins θ fois t moins s dws. Une fois qu'on substitue donc yt par xt moins mu, ce qu'on avait remplacé au début, mais on n'obtient que xt. L'état de notre processus à l'instant t, à chaque fois, à chaque instant t sera égal à l'état initial, donc x0, fois exponentielle de moins θ de t plus mu fois 1 moins exponentielle de moins θ de t plus sigma fois l'intégrale de 0 à t par rapport à ws, donc dws, intégrale de 0 à t exponentielle de moins θ t moins s fois dws. Solution est pas très pratique parce qu'on a quand même une intégrale à résoudre ici numériquement, ce qui peut compliquer les choses, c'est pas forcément évident. Donc souvent on va juste travailler avec l'approximation en fait, donc en discrétisant notre équation différentielle stochastique, ce qui va simplifier les choses, tout en gardant des résultats assez corrects. Donc, comment on estime les paramètres de notre processus ? Donc, pour estimer les paramètres de notre processus, il y a deux moyens. Tout d'abord, la méthode des moments, et ensuite par le maximum de vraisemblance. Donc, par la méthode des moments, pour estimer le terme mu, on prend tout simplement la moyenne en fait de notre processus, comme on calculerait une moyenne classique arithmétique standard. Donc voilà l'équation pour calculer mu. Pour le paramètre θ, c'est un peu plus compliqué. Mais ce qu'on voit ici, c'est que en discrétisant notre équation différentielle stochastique, θ peut être exprimé grâce à une régression linéaire. Donc en essayant d'exprimer chaque delta, donc différence entre xt et xt-1, donc delta xt. Donc le coefficient, notre régression, ça sera θ, et qui essaiera donc en fait on exprime delta de xt grâce à mu moins xt-1 delta t. Voilà notre régression en fait, notre régression linéaire. Voilà. Donc de xt delta xt sur mu moins xt-1 delta t. Et donc là, si on isole tout, pour estimer sigma, si on isole tous les termes dans notre équation ici, et qu'on garde seulement sigma epsilon de t, on obtient ça. Et donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ce terme-là est égal à en fait, epsilon ici de t, c'est une loi normale standard, et sigma, c'est la volatilité de cette loi normale. Donc tout simplement, on peut estimer θ en prenant la volatilité. Donc ça, ici, on voit que c'est quoi ? C'est nos résidus en fait de notre régression. Et donc on peut et delta t, c'est parce qu'on divise. Si on veut isoler totalement ici, à un moment, donc on fait passer ça de l'autre côté, donc en soustrayant ça de chaque côté. Sauf qu'après, il nous reste encore delta racine de delta t, et donc il faut diviser de chaque côté pour le supprimer de ce côté ici de notre équation, et donc on obtient bien ça, et ce terme total, en fait ça va être égal à sigma fois delta t, qui est une loi normale standard, donc 0, 1, et donc du coup pour estimer tout simplement ça, on a juste à prendre l'écart type de toute cette chose, ou tout simplement l'écart type donc des résidus divisé par racine carrée de delta de t. Donc je le répète, pour résumer, on peut estimer sigma en prenant l'écart type des résidus et en le divisant par racine de delta t. L'écart type des résidus de la régression précédente, pour estimer θ, bien sûr. Donc le deuxième moyen pour estimer les paramètres du processus, c'est d'utiliser le maximum de vraisemblance. Donc on prend notre forme discrétisée et on cherche en fait
la fonction donc de distribution conditionnelle de delta xt, sachant xt-1. Et donc on obtient une loi normale avec cette équation là. Et donc notre fonction de vraisemblance, ça va être tout simplement le produit de t égale à 2 jusqu'à grand T de notre fonction de distribution conditionnelle. Et donc ensuite, il faut prendre le logarithme. Et donc en fait, dans l'idée, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, on va prendre le logarithme de ce produit pour le transformer en une somme. Comme ça facilite l'optimisation. Donc on va essayer de maximiser la log vraisemblance en faisant varier nos paramètres qui sont, il y en a 3, θ, mu, sigma. Donc en fait, on va prendre dans nos données empiriques delta xt et xt-1, on va les remplacer dans notre équation. On va commencer par initialiser des paramètres aléatoirement. Alors nous, on va pas le faire aléatoirement, parce que sinon on va avoir des résultats un peu compliqués. Mais bref. Et ensuite, donc, on fait varier en fait nos paramètres pour essayer de maximiser jusqu'à maximiser notre log vraisemblance, tout simplement. Et les paramètres qui maximisent notre log vraisemblance sont les paramètres optimaux. Ici, il y a une petite partie pour montrer donc la discrétisation de l'air, mais c'est tout simple, hein. En fait, on a juste au lieu d'avoir des dés, au lieu d'avoir des différentiels, on n'a plus que des différences. Au lieu de prendre des pas infinitésimaux, on prend des pas discrets, un peu plus grands, toujours essayer d'être très petit, mais on prend des pas discrets, en gros. Et du coup, voilà. On peut estimer à chaque instant xt, c'est l'approximation de l'air. On peut avoir à chaque instant xt avec cette équation, ce qui est quand même plus simple que notre solution ici, qui fait intervenir une intégrale à résoudre numériquement. Donc on va commencer par importer nos modules. On va avoir besoin de NumPy, Pandas, Matplotlib pour afficher donc NumPy et Pandas, c'est pour gérer nos tableaux, nos matrices, et nos vecteurs, etc. Et puis pouvoir avoir les formules mathématiques de base. Ensuite, SciPy, c'est pareil, c'est pour SciPy, là on va l'utiliser pour optimiser nos problèmes. Donc on va pas utiliser brut, c'est que j'ai testé différentes méthodes d'initialisation et donc on va utiliser seulement minimize. J'ai essayé aussi avec différentiel évolution, mais c'est pas nécessaire. Minimize fera très bien l'affaire si on utilise une méthode d'initialisation des poids intelligente. Et ensuite, on a OLS de StatModel, qui est en fait l'implémentation de la régression linéaire. Donc pour simuler notre processus, en fait c'est simple. On utilise donc notre approximation de l'air, donc la forme discrétisée de notre équation différentielle stochastique. Et donc on a juste à écrire, en fait, notre processus dépend de θ, mu, sigma, donc on les fait passer. On a besoin de l'état initial, x0, t, qui est le temps en fait que l'on souhaite, et dt qui sont nos pas de temps. Donc n, c'est simple, c'est t, ça va être t divisé par dt, et in pour que ce soit bien un entier. X, on va l'initialiser avec un vecteur de taille n avec rempli de 0 pour le moment, et donc le premier élément de ce vecteur, ça va être x0 qu'on a passé au début, donc l'état initial de notre processus. Ensuite, on initialise une boucle, donc pour chaque t qui prend les valeurs de 1 jusqu'à n-1, vu qu'on est en Python, donc on n'a jamais le dernier élément. Si on fait range 5, ça ira de 0 à 4, et pas de 0 à 5. dw, donc c'est notre incrément de notre mouvement brownien. Donc c'est dw, c'est wt, c'est notre mouvement brownien, donc c'est la petite variation de notre mouvement brownien ici, qui va être du coup tout simplement, on appelle la loi normale standard et on multiplie par
np.sqrt de dt pour avoir l'écart type, enfin pour avoir l'écart type pour l'instant de notre mouvement, mais en fait l'écart type ça sera sigma fois sqrt de dt. En fait là c'est pareil, j'aurais pu tout simplement initialiser dw comme seulement un np random rand n, garder ça ici, mettre notre sigma à l'échelle par rapport à notre pas de temps choisi, mais ça revient au même en fait. Ça revient exactement à la même chose. Que je mette ça ici ou que je le mette là, c'est pareil. Ensuite, donc on recopie tout simplement notre équation qui est juste là. Et ensuite on peut tester donc le processus. Donc on initialise θ égale à 2, mu, donc la moyenne à long terme égale à 0. dt 1 sur 252. Et on simule le processus. Donc en fait là c'est simple. T c'est en années. Et dt c'est 1 sur 252. Qui sont en fait le nombre. On part du principe que c'est par exemple des taux d'intérêt. Ça peut être plein, ça peut modéliser aussi la volatilité. Après c'est une version un peu modifiée du modèle, mais ça peut être toutes sortes de processus qui ont rapport avec la finance et qui ont du coup, la plupart des cas, des jours de cotation seulement toute la semaine sauf le week-end. Et donc du coup, il y a 252 jours de cotation dans une année en moyenne, hein. Et aux États-Unis. Mais du coup, oui, on prend 1 sur 252 parce que bah, on veut genre une réalisation tous les jours. Notre temps, on parle en années, donc t égale à 1. Et donc du coup, on a bien 1 sur 252, c'est une journée en gros. Donc c'est notre dt. Voilà. Voilà pourquoi 1 sur 252 et pourquoi 1 en pas de temps. Ici c'est notre année, et ici c'est pour dire qu'on prend dans notre année des pas, des petits pas de 1 jour en gros. Donc on peut lancer la simulation autant qu'on veut et on voit on a différentes réalisations du processus. On peut faire varier θ pour voir ce qui se passe. Si on met un θ beaucoup plus grand, on va voir que notre processus aura tendance à moins s'écarter de sa moyenne. On voit que les bornes sont entre moins 0,5, moins 1,5 par exemple et 0,25, 1 et moins 0,75, alors que si on met un θ beaucoup plus faible, bah là ça va beaucoup plus s'écarter. Ça aura tendance à plus s'écarter, mais il faut aussi que la volatilité soit plus faible. Si on met une volatilité plus élevée, il faudrait aussi que la volatilité soit plus élevée, pardon. Voilà, si on met une volatilité plus élevée, le processus va pouvoir s'écarter beaucoup plus. On va jusqu'à 8. Normalement, si je mets un θ beaucoup plus grand, le processus s'écarte beaucoup moins. Malgré la forte volatilité, on le voit, ça reste entre moins 2 et 2. Et voilà. Dès que ça s'écarte un peu trop, on a un pic et ça revient très rapidement. On le voit. Voilà. Donc à quoi sert θ et à quoi sert sigma? En fait, c'est deux forces en quelque sorte hein, qui s'équilibrent. Plus θ est grand, plus le processus retournera vers sa moyenne, mais aussi plus sigma est grand, plus il aura tendance à s'écarter de cette moyenne. Donc c'est un compromis entre les deux. Donc, prenons sigma égale à 2 et θ égale à prenons 5. On peut voir que quand on fait varier mu, ici la moyenne reste bien à 0. Si on fait varier mu à 2, et ben forcément elle est censée passer à 2. Bon là, voilà. Là vu que θ a diminué, on va refaire baisser sigma, on va le faire passer à 0,5 pour voir bien que ça oscille. Ah oui, il faut aussi là, vu que notre x0 on l'a laissé à 0, bah forcément c'est un processus de retour vers la moyenne, donc vu que x0 égale à 0, bah le processus va retourner vers sa moyenne qui est 2. Donc prenons x0, on le fait partir vers sa moyenne et on voit bien que ça reste autour de 2. Voilà. Maintenant la moyenne est autour de 2 et ça reste autour de 2. Si on met x0 égale à 4, vu que la moyenne c'est 2 à long terme, bah on va voir, hop, ça veut vite retourner vers la moyenne qui est 2. Et une fois que c'est à 2, ça y reste. Enfin, ça y reste plus ou moins en fonction de la volatilité, en fonction de θ. Donc voilà pour une vite introduction avec la simulation du processus. Maintenant, on va voir comment estimer les paramètres du processus. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va mettre
un t beaucoup plus grand parce qu'on va estimer à partir des simulations. On simule un processus et à partir des simulations et donc des données empiriques qu'on observe, on essaie d'estimer les paramètres. Donc voilà, on va remettre un x0 égale à mu. Du coup, la fonction ici LLH, c'est une fonction qui va être compatible avec scipy.minimize. On va lui passer donc les paramètres qui seront en fait un tuple ou une liste composée donc de θ en premier, R éléments, mu et sigma, et ensuite de xt et dt. Donc xt c'est notre série, hein, nos observations, qu'est-ce qu'on observe dans notre processus, et dt c'est notre pas de temps. Donc si nos processus c'est genre en journalier par exemple, bah, on va mettre dt égale 1 sur 252. Si on veut des paramètres annualisés bien sûr. Donc une fois qu'on a ça, il faut donc on initialise delta x qui est en fait la différence pour chaque xt on enlève xt-1 hein, tout simplement. Voilà, donc c'est np.diff, la fonction de numpy qui nous permet de calculer delta x. Donc là on enlève le dernier élément de x parce qu'on se rappelle que c'est notre vraisemblance, c'est la fonction conditionnelle de delta xt sachant xt-1. Ce qu'il faut se dire, c'est que le xt-1 correspondant au dernier élément de delta xt, eh bien ça sera l'avant-dernier élément de x. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin du dernier élément ici, et comme ça on a deux tableaux qui sont exactement de même taille. Et c'est parfait parce qu'on peut vectoriser du coup. Ensuite on copie seulement la formule. Donc f c'est notre fonction de vraisemblance, donc on copie seulement la formule qu'il y a ici. On la retranscrit en code là. C'est la log vraisemblance, pas vraisemblance tout court. On prend bien le logarithme de la vraisemblance qui est à l'intérieur du logarithme pour qu'on puisse sommer et que ça revienne à exactement au même problème et à la même chose au final. Sauf que ça sera plus facile de maximiser une somme qu'un produit. Ensuite, le résultat de la fonction. Vu que SciPy, on fait que minimiser avec. Eh bien, pour transformer le problème de maximisation en problème de minimisation et que ça revienne exactement au même, bah, il faut prendre moins la fonction f ici. Et donc du coup, on prend moins la somme ici de f, ce qui nous donne le résultat. Et en fait, c'est tout simplement moins la log vraisemblance ici. Ici, ce terme-là, c'est pour si notre algorithme fait n'importe quoi et donne des valeurs not a number ou infini, eh bien, il faut lui donner un grand résultat contraire au problème de minimisation, donc qui va le faire aller dans le sens inverse en fait. Et ensuite, on retourne le résultat. Pour la méthode des moments, on va juste passer donc notre série d'observations et notre pas de temps dt. Quand on regarde les équations, on aura besoin de delta xt. Donc on va le calculer en utilisant np.diff ici. On va faire exactement la même chose parce que quand on regarde, on a besoin de delta xt et de xt-1 à chaque fois. Ici. Ou là. Et donc du coup, on fait exactement ce qu'on a fait plus haut. On calcule mu, comme j'ai dit, ça peut être tout simplement estimé comme la moyenne empirique, classique. Donc on utilise le point min ici, de x. Exog, donc la variable exogène, comme j'ai dit, il faut qu'on exprime, pour trouver θ, il faut qu'on fasse la régression linéaire. Donc on exprime delta xt avec mu moins xt-1 delta t. Donc la variable exogène, c'est bien mu moins x fois delta t fois dt. Et ensuite on initialise donc grâce à StatModel OLS notre modèle donc de régression linéaire, notre modèle linéaire. Donc en variable endogène, donc ou y, il y a plusieurs noms aux variables à expliquer, delta x comme ce qu'il y a ici, voilà delta x. Et ensuite, on essaie de l'exprimer grâce à mu moins xt dt. Donc, en variable exogène, eh bien, on met mu moins x fois dt. Ensuite, on appelle la méthode .fit pour que le modèle trouve le paramètre θ optimal. Et tout simplement, θ sera res.param et le premier paramètre. De toute façon, il n'y en a qu'un. Voilà. Une fois qu'on a θ, on peut très bien facilement calculer sigma.
Et comme je l'ai dit, il faut d'abord calculer les résidus. Donc les résidus, ça va être la variable réelle, donc y moins y hat. Hein, c'est là, donc y chapeau. Si on part du principe que y chapeau, c'est nos estimations. Donc nos estimations ici, il n'y a pas de constante dans notre modèle linéaire. Donc c'est tout simplement θ fois exog ici, pour notre estimation de delta x. Et donc du coup, les résidus, comme j'ai dit, c'est la valeur réelle, donc delta x, moins notre valeur prédite de delta x. Et ensuite, plus haut, 1, ça suffit pas, on le voit, il faut bien diviser par la racine carrée de delta t. Voilà. Donc on aura bien sigma qui sera l'écart type de nos résidus, et on divise par la racine carrée de delta t. Et là, on a bien nos 3 paramètres, θ, mu et sigma. On peut tester cette méthode. Si on passe donc le processus qu'on a simulé précédemment, on imagine que c'est un processus qu'on va trouver dans le monde réel, mais ça nous permet d'être certain qu'on fait des bonnes estimations, car là au moins on peut contrôler les paramètres de génération du processus et voir si notre estimation semble correcte et bien juste. Donc c'est parti, utilisons la méthode des moments. Donc je rappelle, ça nous donne θ, mu et sigma. On a un θ qui est égal à 4, qui est estimé à 4,96. On voit que notre θ était égal à 5, donc on a une estimation qui est quand même très correcte. Ce sera jamais parfait vu que ça reste une estimation, à moins que le processus ait des valeurs qui tendent vers l'infini, où là, vu qu'il y a convergence en loi, en probabilité, en espérance, etc., grâce à la loi des grands nombres, eh bien, on aura bien un θ égal à 5, mais vu que là, notre processus n'a pas une taille infinie, enfin notre échantillon n'a pas une taille infinie, eh bien, on a quelque chose qui s'approche de 5, mais qui ne le touche jamais. Donc on est bien à 5, quasi 5, donc 4,96 qui est 4,96, 97 même, plus si on arrondit. Au niveau de mu, on est à 2,008, 009 si on arrondit. Et donc, on voit que c'est plutôt pareil, c'est très correct, hein, l'espérance est égale à 2, donc on a des résultats qui sont plutôt bons ici. Et le dernier paramètre, sigma, estimé à 507, 508 à peu près. Ce qui fait que c'est encore exactement ce que l'on a dans notre simulation, hein, quasiment. On est à 0,5, donc c'est très très correct. On voit que la méthode des moments est très 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 peu demandeuse en calcul, ici, contrairement à la vraisemblance, mais donne des résultats très très bons. Maintenant, si on veut essayer d'améliorer, on peut essayer. Ça marche pas tout le temps, mais si on a peu d'observations, ça peut être très utile d'utiliser en plus la vraisemblance. Donc là, on en a beaucoup, mais donc les résultats seront quasiment les mêmes. Mais comme je l'ai dit, ça peut être intéressant d'utiliser la vraisemblance si on a peu d'observations. Donc on va réduire d'ailleurs pour l'expérience. On va mettre 6 mois, voilà. Comme ça, on a des paramètres qui sont beaucoup plus différents. Et on voit que ça n'a pas forcément, dans notre cas ici, amélioré la performance de notre processus. On reste toujours différent. Les résultats d'ailleurs sont très proches. Ça peut être... la vraisemblance ici peut être utile au cas où on a du mal avec la méthode des moments. Le problème, c'est que si on initialise mal nos paramètres, la vraisemblance peut être assez instable. Si on utilise SciPy.minimize. Si on utilise des techniques plus complexes du genre différentiel évolution, là on n'aura pas de souci, mais ça prendra beaucoup plus de temps. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais un mixte des deux. En général, j'utilise exactement cette syntaxe-là en fait. J'utilise la méthode des moments pour initialiser mes paramètres et on réajuste au cas où pour avoir le plus exact possible avec le maximum de vraisemblance. Mais on voit que les paramètres sont sensiblement les mêmes. Vraiment quelques différences près, notamment pour la moyenne.
Mais justement, là, au contraire, on s'écarte en fait de la prédiction, hein. La moyenne, elle est de 2, donc mu est égal à 2. Ici, la méthode des moments nous donne 1,91 et là 1,88. Donc c'est inférieur. Donc voilà, c'est des fois c'est bien de connaître les deux. C'est bien de savoir estimer les paramètres du processus grâce au maximum de vraisemblance et grâce à la méthode des moments. Mais c'est vrai que là, dans notre cas précisément, la méthode des moments suffit amplement à estimer les paramètres. Mais voilà, c'est quand même bien de connaître les deux. Donc voilà tout, hein, ça sera tout pour le processus d'OU. En conclusion, je mettrai une ouverture dans son utilité, hein. Il est utilisé en finance, par exemple, pour le trading algorithmique, donc surtout pour les stratégies donc, de retour vers la moyenne, notamment pour modéliser le facteur de co-intégration. Il est aussi utilisé pour modéliser les taux d'intérêt, il peut être utilisé pour modéliser la volatilité, et encore bien d'autres. Donc c'est vraiment un processus très 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 utile et très important à connaître en finance en général, en trading algorithmique encore plus, hein, c'est vraiment utile. Donc voilà, de toute façon je prépare une vidéo où on aura une utilisation très pratique dans une stratégie de trading, mais donc c'est pour plus tard, mais du coup on va l'utiliser d'une manière pratique sur des données réelles. Donc voilà, ça sera tout pour le processus d'Ornstein et Uhlenbeck. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un like, vous commenter, vous abonner, me donner des idées de vidéos à faire dans le futur, me donner votre avis sur la qualité des vidéos, sur les points que je pourrais améliorer, notamment peut-être dans mes explications ou dans les mots employés, je ne sais pas. Et sinon, si vous souhaitez me contacter, j'ai mis mon compte LinkedIn, Malte et Freelancer en description. Je vais aussi rajouter mon mail au passage. Donc voilà, si vous voulez me contacter pour travailler avec moi ou si vous êtes intéressé ou vous avez des questions, vous pouvez venir me les poser là-dessus. Ce sera tout pour cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine.